Merci de nous accueillir chez vous, mesdames, messieurs. Bonsoir. Avec moi sur ce plateau, Leia Soukeyna Ndiaye. Bonsoir, Leia. Ibrahima Kane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Et tout de suite, les titres de cette édition. À la une de l'actualité ce soir, l'Afrique traîne le pas en ce qui concerne l'accès à l'assainissement. C'est le triste constat fait par le président Sall ce matin. C'était à l'ouverture de la 4e conférence africaine sur l'assainissement. La révision du calendrier scolaire ne sera pas sans conséquence. Des localités comme Casamance risquent de faire les épreuves dans de très mauvaises conditions. Révélation faite par Awa Wade, secrétaire général de l'UDEN, que vous entendrez dans ce journal. La coopération bilatérale entre Dakar et Rabat ne peut être bénéfique qu'au Maroc. Du moins, c'est la conviction de Moussa Dembélé. Les entreprises sénégalaises, dit-il, ne peuvent pour le moment pas profiter de ce levier de développement. En sport, première journée des éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. Aliou Cissé a dévoilé la liste des joueurs qui doivent affronter le Burundi. Le match est prévu le 13 juin prochain. Le dossier du jour s'intéresse aujourd'hui à l'assainissement, un secteur dans lequel l'Afrique n'avance pas. Une question se pose au Sénégal, comment faire pour rentabiliser le secteur? Élément de réponse en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Un journal que nous ouvrons avec cet accident spectaculaire qui s'est produit sur la route des Almadies. 2 véhicules en provenance des Mamelles ont fini leur course sur la chaussée. Un des véhicules de type 4x4 est complètement endommagé, comme vous pouvez le voir sur ces images. Il n'y a pas eu de blessés graves ni de pertes en vies humaines, Ibrahima. Tout à fait. La 4e conférence africaine sur l'assainissement s'est ouverte ce matin, Leia, sous la présidence du chef de l'État, Macky Sall. Macky Sall reconnaît le retard de l'Afrique dans l'accès à l'assainissement. Pour le président de la République, le problème des inondations doit être posé lors de cette conférence. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Après l'accès à l'eau potable, l'assainissement reste en effet un des principaux retards de l'Afrique dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement, faute d'infrastructures adéquates, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Je souhaite que vos travaux, partant d'une démarche holistique, intègre notamment les aspects techniques et financiers de l'assainissement, la gestion durable du phénomène récurrent des inondations, phénomène que nous sommes en train de résoudre au Sénégal, puisque nous avons pris le temps de réfléchir sur les causes profondes. Et un diagnostic pertinent a été fait et des solutions durables mises en œuvre autour d'un plan décennal. Et depuis 3 ans maintenant, je crois que nous avons vu l'atténuation des effets de ces inondations, en tout cas dans la région de Dakar, qui pendant l'hivernage apparaissait plutôt comme une zone marécageuse. Et nous avons mis l'accent en particulier sur l'assainissement. Évidemment, il s'agit là de l'assainissement des eaux pluviales, et ce sont des solutions durables qui ont permis de faire des progrès dans ce sens. Et puis pénurie d'eau à Ngoundiane dans la région de Thiès où le forage est en panne depuis des mois. Élèves et corps professoral tirent la sonnette d'alarme et interpellent les autorités. Ils sont obligés, disent-ils, de recourir à des charrettes pour aller chercher le liquide précieux dans les villages environnants. Cheikh Anta Diop essaie la tire. CM érigé en lycée depuis 2002, cet établissement scolaire de Ngoundiane souffre d'un manque criant d'eau, si ce n'est pas l'UFR de Bambey, installé dans la localité, qui leur vient en secours. Les autorités de cet établissement scolaire sont obligées de recourir à des charrettes pour aller acheter de l'eau. Daouda Fall, le proviseur du lycée de Ngoundiane. Nous sommes obligés donc d'acheter de l'eau. Chaque jour ouvrable, on d'aller au niveau de l'université pour transporter de l'eau et pour servir donc pour pouvoir s'en servir. Vous voyez, ça pose un vrai problème. Depuis que le forage est arrêté, ce problème-là, ça se pose. On est obligé donc d'aller chaque jour chercher de l'eau avec des charrettes d'âne ou bien des chevaux. Et quelquefois, donc, il faudra payer. Ça greffe largement notre budget.
Un autre problème vient de se greffer à cette pénurie d'eau, le manque de salles de classe et de tables-bancs. Une véritable difficulté face à un effectif sans cesse croissant. On gère deux cycles, le moyen et le secondaire. Donc ça pose un problème d'effectif, un problème également d'infrastructure. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de CDI, c'est-à-dire centre de documentation et d'informatique. On est obligé de transformer des salles pour en faire des laboratoires ou pour en faire des bibliothèques. Et ça pose un problème de déficit de salles de classe. Nous souffrons énormément de déficit de tables. Toutes ces doléances ont été portées devant les autorités académiques par les professeurs et élèves à l'occasion des journées culturelles et scientifiques du lycée de Ngoundiane. Éducation à présent, après les grèves répétitives qui ont secoué l'année scolaire, vider le quantum horaire semble quasi impossible au lycée Coumba Ndoffène Diouf de Fatick. Néanmoins, administration et corps professoral ont décidé de conjuguer leurs forces afin de dispenser les cours jusqu'au mois de juillet prochain. Chertidiane Dione et Dembandao étaient à Fatick. Reportage. Malgré le report du calendrier des examens, terminer le programme semble impossible au lycée Coumba Ndoffène Diouf de Fatick. Dans cet établissement, administration et corps professoral sont catégoriques. En S2, en sciences, le programme est presque bouclé. Cependant, en L prime notamment, les sciences ne peuvent pas et ne pourront pas être bouclées, même si on avait prolongé l'année scolaire jusqu'en octobre. Pourquoi? Mais parce que justement les élèves de L' n'apprennent pas les sciences. Mais il y a un autre élément, c'est que le crédit horaire affecté à ces disciplines en L' est faible. En réalité, ce n'est pas possible parce que le programme est vaste. Donc il nous faut beaucoup de temps également pour terminer le programme. Peut-être qu'on mettra l'accent sur les leçons les plus importantes du programme. Donc on va procéder par choix. Peut-être mettre un accent particulier sur les activités de méthodologie et également sur beaucoup d'exercices pour revenir. Donc il nous serait très difficile de finir le programme. Devant ces élèves qui l'écoutent attentivement, ce professeur d'histoire et de géographie se dit angoissé par les grèves incessantes qui ont perturbé l'année scolaire. En ce sens, il propose aux autorités compétentes de condenser le programme. Oui, je lance un appel aux autorités pour revoir le programme parce que le programme est exhaustif. Il faut revoir pour essayer d'inscrire le programme dans une dimension beaucoup plus réalisable et beaucoup plus opérationnelle. Il y a énormément de leçons à faire également, le quantum également ne suffit pas. Toutefois, l'administration et le corps professoral ont décidé de dispenser les cours jusqu'au mois de juillet pour aider les candidats à combler certaines lacunes avant la tenue des examens de fin d'année. Et toujours quant au calendrier scolaire, le secrétaire général de l'UDEN condamne le mutisme du gouvernement. Pour Awa Wade, des localités comme la Casamance risquent de faire les épreuves du BFM et du baccalauréat dans de mauvaises conditions. À ses yeux, les abris provisoires ne peuvent pas faire office de centre d'examen. Elle est au micro de Maïmouna Ndiaye. Nous l'écoutons. Le ministre avait promis de rencontrer les syndicats, mais jusqu'à présent, on ne s'est pas rencontré. Mais ce qu'il faut dire, c'est que peut-être nous déplorons le fait qu'il ait décidé à lui seul de réaménager le calendrier. Ce qu'il y a à dire, c'est qu'il y aura des problèmes dans certaines régions, notamment en Casamance, dans des régions comme Kolda, Vélingara, surtout pour ce qui concerne le BFM, qui est organisé en fin juillet. Vraiment, là, nous lançons les autorités pour que la planification soit parfaite. Il faut prendre des mesures, puisque je crois que les enfants ne pourront pas faire les examens dans les abris provisoires dans la Casamance naturelle. Et puis sur la question relative à la ponction des salaires des enseignants dans certaines régions, l'UDEN dit attendre la fin du mois pour faire le constat. Awa Wade, toutefois, affirme avoir reçu des assurances auprès du ministre du Budget. Direction Ziguinchor à présent, où plus de 400 tonnes de troncs d'arbres ont été saisies par l'armée dans la forêt du département de Bignona-Léa. Une saisie estimée à plusieurs centaines de milliers de francs CFA est remise au service régional des eaux et forêts de Ziguinchor. Les trafiquants, au nombre de 6, ont été arrêtés. Compte rendu de ce coup de filet avec notre correspondant Boubacar Diassi. L'armée a mis la main sur 6 camions entiers de bois et les a remis au service des eaux et forêts. Ces importantes saisies ont été effectuées la semaine dernière. Plus de 400 madriers et plus de 40 plateaux qui sont là à bord. Et c'est pour vous montrer que vraiment c'est une saisie d'une importance capitale.
Ils sont au nombre de 6. On les a déférés et c'est de la prison qu'on les a sortis pour venir conduire les camions. Donc ils sont tous en prison. Ce bois, estimé à plusieurs centaines de milliers de francs CFA, a été chargé sur des véhicules immatriculés au Sénégal. C'est un manque de civisme, parce que ce sont des nationaux qui viennent piller les ressources nationales. Ça, vraiment, il faut le regretter. Nous avons toujours combattu les étrangers qui viennent piller nos ressources, mais ça, ce sont nos nationaux qui le font. Et c'est pourquoi, vraiment, nous avons voulu marquer le coup pour montrer que nous ne sommes plus seuls dans ce combat, mais nous sommes avec les autres forces de défense et de sécurité et que les gens se tiennent prêts. L'armée compte resserrer les taux autour des trafiquants de bois. Nous avons reçu des instructions fermes et claires des autorités pour prêter notre concours au service des eaux et forêts qui, malgré leur bonne volonté, ont quand même certaines contraintes. Alors, ce qui est clair, ces clandestins-là, nous trouverons sur leur chemin, parce que c'est une question d'intérêt national. C'est dire que l'incivisme se passe aussi dans les forêts du Sénégal. Polémique autour de l'utilité ou non du Haut Conseil du dialogue social, vu le rôle du Conseil économique, social et environnemental. Innocence Ntap Ndiaye clôt le débat. Pour l'ancienne ministre, il faut bien distinguer le Haut Conseil du dialogue social du Conseil économique, social et environnemental. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Maïmouna Ndiaye. La composition du Haut Conseil est tout à fait différente de la composition du Conseil économique, social et environnemental. Le Haut Conseil est tripartite. Il regroupe en son sein des représentants de travailleurs, donc de centrales syndicales, des représentants du patronat, donc des organisations patronales les plus représentatives, et du gouvernement, alors que la composition du Conseil économique, social et environnemental est plus large. Notre budget aujourd'hui est de 288 millions. Je pense que nous sommes dans une ère de transparence et au départ, quand j'étais ministre par exemple, le budget du Comité national du dialogue social était de 88 millions. Mais avec l'institutionnalisation du dialogue social, nous avons un budget de 288 millions. Et les membres du Haut Conseil du dialogue social en formation pour 3 jours, ils doivent définir un plan d'action pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans les mécanismes du dialogue social, Ibrahima. Et pour y arriver, ils doivent faire le suivi du pacte social, identifier les obstacles à l'éducation et à la santé. L'atelier s'est ouvert ce matin. Maïmouna Ndiaye et Modou Diop nous font l'économie de la rencontre. Une salle remplit le Haut Conseil du dialogue social à l'école du renforcement des compétences en genre, la faible participation des femmes dans l'économie parmi les obstacles à relever. Il s'agit aujourd'hui de continuer un peu ce qui a toujours été fait au Sénégal, de faire en sorte que les conditions de travail des femmes soient améliorées. Crise dans l'éducation, dans le secteur de la santé, le plaidoyer reste entier. Jusqu'à présent, la réflexion est en train d'être faite au niveau du gouvernement pour voir comment le réaménagement de l'année scolaire va se faire du fait donc de cette crise qui a beaucoup impacté le déroulement des examens. Nous avons reçu le bureau du SUTSAS et nous sommes toujours en discussion avec le gouvernement et les responsables au niveau du ministère pour voir comment faire en sorte que les points de revendication trouvent une solution heureuse. Le Bureau international du travail annonce son soutien, des efforts consentis pour la ratification de la Convention 123 qui protège la maternité des femmes en milieu rural. Comme toute ratification d'une convention, ça crée des obligations internes puisque ça sera intégré à la législation nationale. Donc ce qui permettra aux travailleuses ici de pouvoir concilier pleinement leur vie familiale et leur vie professionnelle, ce qui est une avancée importante pour l'équilibre de toute la société. Pendant 3 jours, les membres du Haut Conseil du dialogue social vont formuler un plaidoyer de fortes recommandations pour une unité d'action. Environnement des affaires à présent, quel avenir pour la finance islamique quand on sait que le taux d'intérêt est prohibé? C'est d'ailleurs, Ibrahima, ce qui distingue en fait les banques islamiques des banques dites conventionnelles. Pour s'en sortir, elles sont donc obligées de se baser sur le commerce de produits bancaires. L'implantation et la survie des banques islamiques au Sénégal, c'est un reportage signé Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian.
La finance islamique se fonde sur les principes de la charia. La loi islamique interdit le riba, signifiant à la fois usure et intérêt, contrairement à la finance conventionnelle. La différence qui est que, en tout cas la plus courante, c'est que dans la finance islamique, on ne parle pas d'intérêt, de taux d'intérêt. Dans la finance conventionnelle, quand on vous prête de l'argent, on met un intérêt là-dessus, alors que dans la finance islamique, on ne met pas d'intérêt, mais plutôt il y a un profit qui est donc pris par la banque. Et pour s'en sortir, les banques islamiques appliquent le système de la vente de produits. Selon la finance islamique, l'argent est un moyen d'échange, ne doit pas être utilisé pour fructifier, je veux dire pour gagner de l'argent, pour le simple fait de prêter de l'argent. C'est pourquoi, pour mériter une rémunération, il faut qu'il y ait une activité sous-jacente au financement. Ça veut dire que l'institution qui doit prêter de l'argent doit soit faire une activité de vente, soit faire une activité de location, soit faire une activité de participation. La finance islamique n'est pas si développée au Sénégal, même si l'État essaie de faire de son mieux. Nous n'avons en fait qu'une seule banque islamique au Sénégal. Et il y a certes des institutions de microfinance qui ont qui ont obtenu des lignes de financement islamique, mais il faut le dire, c'est très faible. Et c'est la raison d'ailleurs, la raison pour laquelle le ministère des Finances, donc l'État, a mis en place un projet pour la promotion et le développement de la finance islamique qui vise à développer l'offre justement de finance islamique dans notre pays. D'ailleurs, une rencontre a été organisée ce mardi dans ce sens pour amener les Sénégalais à mieux connaître la finance islamique, ses lois et ses fondements. La mise en place du groupe d'impulsion économique entre le Maroc et le Sénégal, un tremplin pour des secteurs comme celui des banques, Ibrahima. Pour les institutions financières, oui, mais cette coopération ne peut être bénéfique qu'au Maroc. Du moins, c'est la conviction de Moussa Dembélé. Pour notre homme économiste de formation, les entreprises sénégalaises ne pourront pas pour le moment tirer profit de ce levier de développement. Un sujet signé Païfal et Aïssatou Dia. La mise en place du groupe d'impulsion économique entre le Maroc et le Sénégal, un partenariat dynamique, 15 accords signés dans différents secteurs, plus d'opportunités d'affaires. Mais à qui profite cette coopération dans l'environnement des investissements? Ces accords visent plus à conquérir le marché sénégalais, parce que moi je ne vois pas dans quelle mesure les sociétés sénégalaises pourraient avoir des marchés au Maroc. Peut-être dans le cadre du plan émergent, le président Macky Sall prend partout où il trouve des investisseurs. Une stratégie bien ficelée par le royaume chérifien, une offensive pour conquérir beaucoup de secteurs, de la finance à l'agroalimentaire. Eux, ils savent ce qu'ils veulent et ils savent où ce qu'il faut prendre en ce qui concerne les opportunités qui se présentent au Sénégal ou ailleurs. Mais nous, en contrepartie, avons-nous une stratégie? C'est ça la grande question. Qu'en est-il du secteur privé au Sénégal? Les sociétés marocaines ont damé le pion aux sociétés sénégalaises, ne serait-ce que dans le cadre de l'immobilier. Vous savez, la cité de l'émergence a été confiée à une société marocaine. Et le privé sénégalais, bien sûr, perd des parts de marché, notamment dans le domaine de l'immobilier, et ils s'en sont plaints d'ailleurs à plusieurs reprises. La diplomatie économique accélérée, la coopération renforcée, de l'avis de l'économiste Moussa Dembélé, même si certains parlent de partenariat gagnant-gagnant, les entreprises privées seront à la traîne. Le champ politique au Sénégal confronté à un problème majeur, il s'agit bien sûr de la floraison de partis Léa. Un problème auquel il faut remédier selon le député Cheikh Oumar Sy, un avis partagé par le constitutionnaliste Babacar Gueye qui prône la restructuration de l'espace politique. C'est un reportage signé Fatima Taba et Aïssatou Dia. Il existe près de 300 formations politiques au Sénégal, une multitude de partis due à la facilité avec laquelle ils sont créés, un fait qui donne une mauvaise image du landerneau politique. En général, dans une démocratie, le jeu partisan il est ouvert, c'est-à-dire que tous ceux qui ont des idées ou des opinions divergentes peuvent les faire prévaloir, notamment par la formation de partis politiques. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que lorsqu'il y a une multitude comme ça de partis politiques, on a l'impression
que c'est des partis qu'on peut considérer comme étant opportunistes. Dans un pays de moins de 15 millions d'habitants, quand même 300 partis politiques. Vous regardez aujourd'hui la France ou les États-Unis, vous savez qu'il y a des grands partis où les débats se font. Aujourd'hui, la floraison de partis politiques tue même le débat. Cette floraison des formations politiques s'expliquerait par l'absence de démocratie dans les grands partis, une situation qui n'est pas sans conséquences. La floraison de partis politiques a un coût économique énorme et freine même le développement du pays. Nous sommes sortis d'une élection locale où nous avons eu à imprimer plus de combien de milliards de francs, qui nous a coûté presque 8 à 9 milliards de francs des deniers publics. Il urge d'assainir l'espace politique de l'avis de ses observateurs. Un nouveau cadre juridique régissant les partis politiques s'impose. Je ne suis pas pour un durcissement, mais plus pour une forme de rationalisation des partis politiques. Il y a des partis politiques qui n'ont pas de siège. Il y a des partis politiques qui n'organisent jamais de congrès, etc. Donc je pense qu'il faut aller dans ce sens. Nous-mêmes, parlementaires, nous avons déjà travaillé sur une proposition de loi allant dans le sens même de réduction des partis politiques. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller dans le sens de l'application. À quelques mois de la présidentielle, Souleymane Ndéné Ndiaye et Malick Gakou, respectivement du PDS et de l'AFP, comptent également porter sur les fonds baptismaux leur formation politique. Formations qui viendront ainsi grossir le nombre pléthorique de partis politiques. Dans l'actualité internationale, le Burkina Faso, où la justice a engagé les exhumations des dépouilles supposées de l'ancien président Thomas Sankara et de ses frères d'armes. Ce mardi, elle a procédé à l'exhumation des restes supposés de Thomas Sankara. Les enquêteurs ont découvert de nombreux ossements et des morceaux de tissu, des ossements qui devraient permettre de reconstituer le squelette de Thomas Sankara, selon une source judiciaire, Léa. Et au Nigeria, Ibrahima, 23 personnes ont été tuées dans l'état du Bénou. Une attaque selon la police menée par des hommes armés inconnus suspectés d'être des bergers-peuls, des bergers en conflit depuis une longue période avec des communautés agricoles de cette région troublée. L'attaque a touché 3 villages dans le district de Logo au centre du Nigeria. Toujours dans l'actualité internationale, le Burundi, on note encore des sanctions contre le pays. La France suspend sa coopération sécuritaire avec le pays de Pierre Nkurunziza en proie à de vastes manifestations depuis plusieurs semaines. Des manifestations vivement réprimées par la police et selon une source diplomatique française, la France va couper tout lien dans les domaines de la police et de la défense avec Bujumbura. Le président Pierre Nkurunziza, pour sa part, rejette les critiques de la communauté internationale qui, selon lui, sapent considérablement son institution et sa souveraineté. La page sportive après le jingle. Je vous le disais en sommaire, le sélectionneur national Aliou Cissé a rendu public ce matin la liste des Lions retenus pour faire face au Burundi le 13 juin prochain, rencontre comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2017 prévue au Gabon. Dans cette liste, on note l'absence de plusieurs cadres, notamment Moussa Sow, Pape Kouli Diop, Papi Djilabodji et Bouna Koundoul. Henri Saivet, Khadim Ndiaye et Victor Bindia, par contre, signent le retour en sélection. Le dossier du jour à présent, il s'intéresse à l'assainissement. Comment faire pour rentabiliser le secteur au Sénégal? Une question récurrente puisque le secteur est devenu un marché potentiel. L'État essaie donc d'attirer des investisseurs privés. C'est le dossier du jour. Il est signé d'Issa Prera et Mardia. Comme beaucoup d'autres secteurs d'activité, l'assainissement est devenu aujourd'hui un marché potentiel. Même s'il est encore difficile de le chiffrer, le potentiel reste énorme. Sur presque 80% des Sénégalais dépendent de l'assainissement, par exemple, autonome. Vous mettez 80% du nombre de la population sénégalaise, vous divisez par 9. Vous verrez le nombre de ménages et vous verrez le nombre d'ouvrages d'assainissement qu'il faut vidanger tous les 2 ans. Et si vous multipliez ça par 15 000 ou 25 000, vous verrez que c'est immense. C'est ça le marché que de la collecte et du transport. Si vous savez également qu'il y a un nombre très important de Sénégalais qui jusque-là pratiquent la défécation à l'air libre, en milieu rural, même en milieu urbain, ça persiste. Et que ces gens-là ont besoin d'ouvrages d'assainissement. Mais pour arriver à attirer les investisseurs dans ce secteur, il faut des préalables. Il faut d'abord commencer par professionnaliser le secteur, parce que le secteur de l'assainissement est quasiment informel. Je vous donnerai des exemples pour étayer ce que je dis par rapport à la rentabilisation.
maintenant. Vous savez, quand vous construisez votre fosse septique à la maison, il faut un maçon pour le construire, pour la construire. Est-ce que c'est un marché? Il y a une demande, il y a les principes de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, l'État du Sénégal fait appel à différentes entités pour financer le secteur de l'assainissement, mais il faut tout d'abord que des politiques de demande soient mises en place. Et pour le développer aussi, il faudrait qu'on fasse appel au secteur privé. Le Sénégal est en train de réfléchir sur les ressources ou les sources de financement en faisant appel au microcrédit, en réfléchissant sur des taxes sanitaires ou d'assainissement, en combinant secteur privé et secteur public, en faisant appel aux institutions financières internationales. Et dans tous ces domaines, effectivement, le Sénégal met en œuvre une politique pour pouvoir que l'assainissement fait partie intégrante de notre politique de développement économique. Et comme tous les autres secteurs, on doit pouvoir le rentabiliser. Et dans ce sens, les gouvernements africains font appel de plus en plus au secteur privé, aux partenaires. L'assainissement, longtemps resté le parent pauvre des politiques publiques en Afrique et au Sénégal, mais avec cette nouvelle donne économique, l'espoir de l'assainissement universel reste permis. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Merci à toi, Léa Soukeyna Ndiaye. Merci à toi, Ibrahima Kane. On se retrouve demain. Oui, avec plaisir. Merci à vous de nous avoir prêté attention. La suite de vos programmes, c'est avec Chérif qui va vous donner un avant-goût. Merci beaucoup Ibrahima Kane et merci beaucoup à Soukey pour ce journal de 20h. Dans un instant, l'invité du 20h, Barthélémy Diaz, il s'appelle. Restez avec nous, il sera avec Antoine Diouf.